Nous poursuivons notre série sur l'exploration mentale dans ces causeries du sport et allons découvrir comment fonctionnent les mécanismes de décision dans la pratique sportive. Alors, comment ces processus de décision interviennent-ils ? Comment et pourquoi décider ? C'est ce que nous abordons de suite avec Éric Lacroix, coach sportif, préparateur physique et mental, professeur et directeur du service des activités physiques et sportives de l'Université de La Réunion. Bienvenue dans ces causeries du sport, nous sommes heureux de vous retrouver et nous recevons Éric Lacroix, une fois de plus pour des causeries très intéressantes sur l'exploration mentale que nous allons poursuivre puisque c'est un sujet que nous avons déjà largement abordé et nous vous invitons d'ailleurs à regarder les premiers épisodes si vous le souhaitez, mais nous allons faire de suite un petit rappel malgré tout pour les personnes qui n'auraient pas pu regarder ces émissions. Oui, c'est vrai que le petit rappel, c'est qu'on avait fait des premières causeries sur l'expérience corporelle et puis on a suivi là sur l'exploration mentale, notamment tout ce qui touche aussi les neurosciences, vraiment ce versant-là du cerveau, et là on va être en plein cœur dedans. Mais on a vu d'abord qu'est-ce que le mental. Au bout du compte, c'est quoi le mental ? Je vous rappelle, la résilience, même des outils un petit peu de visualisation. Mais ce qui est important aussi, moi je voudrais faire un petit rappel avant de démarrer, c'est que j'amène toujours cette phrase en préparation mentale, vous voyez, qui peut être prise sur certains mots. La sémantique est très importante, nous sommes des êtres mimétiques et sociaux. On pourrait même rajouter des êtres singuliers, je rajouterais peut-être cette chose-là, mimétiques et sociaux, qui dans un contexte particulier produisent des émotions et en fait ça va entraîner aussi des prises de décision, on est en plein dedans, et des comportements, on est vraiment, vous voyez, sur le côté des décisions. Alors justement, là, si on regarde cette citation, faut-il vraiment des émotions forcément pour pouvoir prendre des décisions ? Nous sommes des êtres d'émotion, on va le voir, de toute façon, d'un point de vue du fonctionnement de notre cerveau. On a été câblés. Et je vous relance un peu sur cette discussion qu'on avait eue sur les premières causeries dans l'expérience corporelle, notamment. Notre cerveau est fait d'abord aussi d'émotions avec ce circuit, on va dire, des ganglions de la base et tous ces circuits de l'amygdale qui nous permet finalement de survivre. Donc c'est important d'avoir d'abord des émotions, et puis après on va interpréter, analyser, on va le voir tout à l'heure justement par rapport à ça. On va rentrer dans le détail comme d'habitude, mais c'est vrai que vous avez déjà eu largement l'occasion de nous expliquer comment les émotions produisent aussi des hormones qui vont, dans certains cas, amener des sensations agréables pour l'être humain, puis de temps en temps, beaucoup moins agréables, notamment en situation de stress. Mais on va rentrer encore une fois dans le sujet au cours de cette émission. Alors, la prise de décision dans le sport conditionne l'action et l'avenir pour le sportif. Que peut-on en dire ? Eh bien, prendre une décision, je vous ai préparé une petite slide par rapport à ça, et notamment, vous voyez, d'une sportive qui escalade. Qui vous résume grosso modo le processus un peu de cette décision, comment on va prendre une décision. Le cerveau, d'abord, va avoir cet aspect perceptif qu'on verra d'ailleurs dans une causerie ultérieure. On en parlera de cette perception parce qu'elle est très très intéressante. Les perceptions, on est vraiment dans des mondes de perception, dans des mondes parfois d'illusions. Mais vous avez une perception, et là, elle est importante, c'est-à-dire que là, il y a une mise en danger, donc il y a une prise de risque. Donc la perception, c'est de dire qu'on a aussi, on le verra, des expériences, des habitudes, des routines qu'on met en place. On va prendre une décision, puis on va derrière avoir un comportement ou une action. Mais la prise de décision, vous voyez, dans le sport, c'est un processus vraiment dynamique et complexe, et on pourrait en parler pendant des heures, évidemment. Donc on essaye de synthétiser justement pour vous permettre de comprendre un peu qu'il existe des décisions qui peuvent être instantanées. Là, par exemple, dans cette prise de décision, on va dire que c'est au niveau temporel assez court, mais il peut y avoir des décisions beaucoup plus longues à prendre aussi, vous voyez, avec plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Alors là, c'est vrai qu'on voit une image d'une jeune femme pratiquant la varap, enfin du moins sur rocher. Et donc évidemment, là, c'est l'expérience corporelle qui va produire... Alors est-ce qu'il y a forcément que des émotions ? Enfin, on verra. Mais à ce moment-là, cette perception, elle est liée à nos sens aussi.
Oui. Alors, il y a un fonctionnement du cerveau qu'il est intéressant d'évoquer. On va rentrer justement aussi dans cette chose-là. Je voudrais quand même, parce que j'ai mis, vous voyez, une référence très très importante qui doit être un livre de chevet. Je pense que pour tout préparateur mental, c'est ce petit livre qu'on peut même montrer tout de suite. Oui, on va pas attendre, on va tout de suite le voir. Qui est en fait le système 1, système 2 de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman qui a eu le prix Nobel d'économie sur cet ouvrage que je vous conseille fortement, qui est un gros ouvrage, mais en fait qui est psychologue et qui a travaillé vraiment sur les biais cognitifs. Vous entendez on va parler beaucoup de biais cognitifs. En fait, lui, il évoque le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est vraiment le côté des heuristiques, c'est-à-dire que pour survivre, en fait, pour nous protéger, on a plein de routines et plein d'automatismes, en fait, et notamment au niveau du cerveau. Dire dès qu'on voit quelque chose, hop, on va régler et puis on va avoir des automatismes. Et quand on tombe en système 2, c'est plutôt un travail d'algorithme, c'est-à-dire qu'on va construire des choses, mais on va dépenser beaucoup plus d'énergie. Voilà, donc finalement, vous voyez, dans cette perception, l'essentiel pour un sportif, c'est déjà aussi de construire ses routines. C'est-à-dire, s'il ne construit pas de routine, il va aussi user beaucoup d'énergie au niveau du cerveau. Oui, ce sont comme des micro-programmes qui tourneraient en parallèle. C'est donc une architecture parallèle de fonctionnement de micro-routines. On retrouve ça d'ailleurs dans la conception des ordinateurs et des programmes, des algorithmes. Alors, donc prendre une décision, on l'a vu, eh bien, c'est plus que nécessaire. Elles peuvent être instantanées, elles peuvent être prises sous pression, elles peuvent être à destination plus lointaine. Est-ce que l'on peut développer ces capacités à prendre des décisions ? Oui, justement, c'est des choses qu'on peut travailler. On vient de parler des heuristiques, des versions automatiques. En fait, si moi je vous dis par exemple 2 x 2, vous allez me répondre. Plus, voilà, ou 5 x 5, on arrive à répondre. Par contre, si je commence à vous dire 417 multiplié par 17, vous voyez bien que ce n'est pas une routine. Donc, c'est quelque chose, il faudra peut-être travailler l'étape de 17. Mais si vous les travaillez, en fait, ça va devenir des routines. Et tout notre fonctionnement du cerveau, il y a de l'encodage après de mémoire qu'on verra aussi ensemble. Mais c'est toutes ces routines qui vont être mises en place. Donc le sportif, à un moment donné, il va avoir des perceptions, mais on le verra par la suite, grâce à ces expériences travaillées, c'est-à-dire cette connaissance, ce boulot fait à l'entraînement. C'est pour ça qu'on s'entraîne aussi. On va créer des routines et des automatismes. On va programmer ces automatismes avec la répétition. Tout d'abord, vous aviez expliqué d'ailleurs la répétition lente au départ, parce qu'il va falloir programmer l'organisme, et puis petit à petit, on va pouvoir accélérer un certain nombre de... Mais si on ne procède pas comme ça, finalement, le travail ne se fait pas non plus. Si on arrive dans un milieu très incertain, avec finalement beaucoup de paramètres sur lesquels on n'a jamais vécu et on n'a pas d'expérience, on ne sait pas forcément prendre la bonne décision, la décision qui conviendrait peut-être à la situation, puisqu'on n'a pas d'expérience. Donc c'est là tout le travail qu'il y a à fournir aussi pour un sportif. Vous voyez, en escalade, on ne va pas monter une paroi sans corde au début, comme le font certains. Vous voyez, il y a tout un énorme vécu, une énorme expérience et énormément de routines. Et notamment même de routines psychologiques, puisqu'on peut imaginer aussi, il y a le travail sur l'émotionnel et sur la peur, par exemple. Des milliers d'heures de travail, d'ailleurs. On est là sur l'ordre de milliers et de milliers d'heures pour arriver à développer ces routines, pour arriver à très haut niveau. Alors, nous allons, je pense, rentrer maintenant, je sais que c'est votre dada, dans le côté neurologique. Alors, comment est-ce que cela fonctionne-t-il au niveau, quelles sont les bases neurologiques justement de ces mécanismes ? Alors, je vous ai amené un petit diagramme qui est aussi important à montrer. Alors, effectivement, vous voyez ce versant, d'abord, la perception, globalement, grosso modo, à 80%, et assez souvent le côté visuel. C'est-à-dire, vous allez prendre des informations, en fait, c'est vraiment du côté visuel. Mais on peut prendre des informations auditives, d'un point de vue, ou du goût. On a plein de sens, je vous le rappelle, on les avait vus, mais vraiment, souvent, c'est le cortex visuel qui va travailler en priorité. Il est prioritaire dans les mécanismes. Oh oui, souvent, il est très prioritaire. Donc, on va finalement, par l'aspect visuel, avoir une perception qui vont, à un moment donné, amener finalement un processus de décision, mais qui va travailler justement, on va le voir plus tard, par rapport aux expériences, par rapport à la mémoire, par rapport à l'encodage, par rapport à pas mal de choses. Et
en fait, vous avez toutes les fonctions exécutives qui sont devant votre cerveau, c'est-à-dire le cortex préfrontal. Notamment, alors vous avez le côté préfrontal et aussi on a aussi le côté orbital qui est plus sur le côté de la motivation, mais c'est vraiment toutes les fonctions exécutives, donc tous les aspects décisionnels, rationnels, etc. Et à partir de là, vous allez déclencher une décision derrière. Mais vous voyez que ça se passe en millisecondes. C'est très 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 rapide en fait, cette prise de décision, elle peut être très très rapide. Et puis après, elle peut être un petit peu plus prolongée en fonction des situations. Donc ces stimuli, ils peuvent être visuels. D'ailleurs, dans certaines préparations sportives, on masque les yeux des fois pour aborder certains exercices. C'est volontaire, justement, c'est pour strapper un peu ce cortex visuel. Ouais. Oui, c'est vrai que ça permet aussi de travailler sur d'autres sens et justement d'amener d'autres routines, d'autres automatismes en allant chercher d'autres aires finalement pour amener au niveau du cortex préfrontal et puis après orbifrontal aussi quand on a évoqué tous ces processus de décision. Mais c'est vrai que faut pas oublier la révolution qu'on a évoquée dans Qu'est-ce que le mental et toutes ces émissions, que la grosse révolution justement par rapport au mental et à la préparation mentale, c'est la neuroplasticité. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à tout âge et on peut créer des autoroutes neuronales comme on peut recréer en fait aussi des petites routes, vous voyez, des petits circuits neuronaux parce qu'on a 86 milliards de neurones et par neurone des milliers voire des millions de connexions. Donc il faut en permanence travailler pour bien développer ces autoroutes de l'information, si on peut dire. Et on en est capable. Et on en est capable. Donc c'est du travail, par contre. Ça se fait pas sans effort. Oui, à l'échelle d'une vie même, c'est trop court. À l'échelle d'une vie, il faut plusieurs vies. Oui. Alors le stress, justement. Oui. Parce que ça, on en parle souvent du stress, mais du coup, souvent le sportif peut être face à des situations stressantes, que ce soit lors de compétition, ou que ce soit, comme on l'a vu... Lorsqu'on monte une falaise, effectivement, il y a certains passages qui envoient du stress. Alors, comment le cerveau fonctionne-t-il à ce moment-là pour la prise de décision ? Le stress, ça fait partie aussi de notre première causerie, de l'expérience corporelle. C'est vraiment, vraiment important. C'est un phénomène physiologique, en fait, qui nous permet d'avoir la survie, finalement. Et grâce à ça, on survit au bout du compte. C'est un phénomène physiologique qui nous permet de créer des neurotransmetteurs et notamment des hormones, comme le cortisol, le noradrénaline, pour justement fuir, combattre ou entre guillemets, rester figé. On l'avait vu. Mais dans la perception, c'est important de le mettre aussi parce qu'au bout du compte, ça peut aussi venir un peu polluer cette prise de décision. Et donc, ça, pour un sportif, c'est très, très important parce que dans une situation très, très importante, il a beau avoir des routines sur un match, par exemple, de tennis ou un match vraiment où il y a un point très, très important, si le stress vient perturber, il peut venir perturber aussi les routines, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément combattre, il va peut-être fuir quelque chose, où il va rester figé sur une situation et amener en fait un état un peu ce qu'on va voir aversif. Donc le côté de la définition, je vous ai amené une petite citation, vous voyez, qui évoque le stress notamment, qui peut façonner le cerveau de manière à ce que les décisions instinctives et instantanées se substituent à des réflexions plus profondes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il peut venir perturber en fait le stress, puisque c'est un phénomène physiologique en premier lieu. Donc après, c'est un état émotionnel. On avait parlé d'état émotionnel, c'est-à-dire est-ce qu'on reste dans un état émotionnel de la peur, de la colère, parce qu'à un moment donné, le stress, il s'en va physiologiquement, normalement. C'est-à-dire vous avez fait une embardée en voiture, vous allez avoir une montée de stress avec une montée de cortisol, etc. Mais après, normalement, ça revient au calme puisque vous êtes en sécurité. Sauf qu'on peut créer derrière un état émotionnel qui perdure. Par exemple, comme la peur, la colère, etc. Des émotions qui ne sont pas forcément tout le temps les bonnes, même si... Attention, il y a des nuances, encore une fois, et du discernement. Les frustrations et la peur peuvent aussi générer aussi du bon dans le sport. Ah oui, ça peut du coup déclencher finalement... Oui, des petites frustrations peuvent aussi amener à générer des comportements aussi
on va dire, de motivation derrière pour dire, voilà, je suis pas... De passer à un stade un petit peu supérieur pour se surmonter, parce que finalement... Se surmonter, voilà, c'est le terme. Surmonter un petit peu, se dépasser un petit peu plus, comme on dit, même si le mot dépasser, je l'aime pas trop. En tant que préparateur sportif, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez, ça pour amener le sportif justement à ce niveau où il va passer un cap, où il est même au-dessus de ce qu'il pense pouvoir faire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans les processus de décision, c'est toujours l'état final. C'est-à-dire on va se mettre en action, etc. Mais d'abord, on initie pas mal de choses et on essaye de faire comprendre finalement à l'athlète qu'il va se passer pas mal de choses. On va décortiquer un peu ça, puis finalement, on va le mettre après dans un contexte global. Mais c'est vrai que la décision, elle peut, on l'a vu, être perturbée par ses émotions, etc. Donc il faut qu'ils comprennent ces choses-là. Parce que ça peut aussi amener des comportements qui ne sont pas finalement les bons pour la pratique sportive. Alors vous avez justement un modèle, vous avez un modèle graphique qui permet d'expliquer en fait ces mécanismes-là dans le mécanisme de prise de décision. C'est étudié scientifiquement. Vous aviez mis quelques références d'ailleurs d'articles précédemment. Mais là on voit un modèle. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? Alors, c'est une formation, en fait, de Brain Modus Operandi qui fait cette formation avec Guillaume Mathias, qu'on salue, qui permet, en fait, d'ailleurs, c'est une formation Calliope que je conseille, c'est-à-dire, c'est l'inéquation, en fait, décisionnelle, vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'évoque, cette notion de stress ou d'état émotionnel peut amener un côté aversif ou attractif, c'est-à-dire, on l'avait déjà vu aussi dans nos causeries sur l'expérience corporelle. Ce versant-là, c'est-à-dire on est soit sur un côté aversif, c'est-à-dire qu'on va vraiment créer de la noradrénaline, du cortisol, la noradrénaline, le cerveau n'aime pas, mais on va avoir qu'une seule décision possible, par exemple. Et le côté attractif, où là, on a, vous voyez, un dosage avec différentes hormones, notamment la sérotonine, les endorphines, la dopamine et l'ocytocine, qu'il appelle la dose. Et vous voyez qu'on est, en fait, on peut naviguer entre les deux, mais l'idée étant d'amener le sportif plutôt sur le versant de la dose et de comprendre qu'à un moment donné, s'il est sur un côté aversif, ça va pas forcément être bon pour lui parce que trop de cortisol, le cortisol est bon, mais trop de cortisol, c'est pas bon pour l'organisme. Donc ce modèle-là, vous travaillez je veux dire que là, c'est donc dans les formations, des préparations spécifiques de préparateurs sportifs, de coachs. Donc vous arrivez à travailler, comment est-ce qu'on travaille dans ce domaine pour arriver dans cette partie plutôt dose que noradrénaline, cortisol? Déjà, la première chose, c'est le côté de la motivation. Donc, il y a un gros travail à faire sur l'engagement de la personne et pourquoi il s'engage. Donc, il y a pas mal de questionnements, notamment aussi un peu rhétoriques, le pourquoi, le comment, etc. Et puis après, de comprendre justement par rapport au sens qu'il va mettre, que parfois, souvent, lui-même, il se donne beaucoup de limites, ce qu'on appelle des prophéties auto-réalisatrices, c'est-à-dire que il se dit qu'il ne va pas réussir, ou il se donne des objectifs trop ambitieux. Il y a la notion d'objectif, notamment, où il a des perceptions finalement de la pratique qui sont parfois un peu erronées. Donc, il faut l'amener à se poser ces questions-là, à se questionner lui-même, et puis à d'amener aussi des bases qui soient réalistes et qui aient du sens dans sa pratique. Et une fois que ça a du sens, il peut prendre quand même un peu plus de bonnes décisions, c'est-à-dire qu'il va être conscient de son niveau, il va être conscient des objectifs, il va peut-être soit les élever, soit les amoindrir, ça dépend aussi, c'est très vaste suivant le sujet de la personnalité, mais on touche là à un domaine très très vaste en fait. Très très vaste et extrêmement intéressant. Alors, donc on le voit, c'est étudié dans le détail évidemment, le sport, et notamment dans le sport de haut niveau, est absolument indispensable de maîtriser l'ensemble de ces concepts. On a évidemment dans la pratique sportive de l'expérience qui se développe, elle est indispensable. Quel est son rôle en fait à l'expérience ? Elle est fondamentale, c'est vrai que l'expérience... c'est le temps qu'on va passer finalement dans la pratique. Alors, il y a pas mal de théories qui stipulent le fait, par exemple, de passer 10 000 heures de pratique, oui, on etc. parlait de milliers d'heures. Voilà, qui est remis en question. Je vous envoie un petit peu l'ouvrage de Sama Karaki sur « Le talent est une fiction » qui évoque justement ces choses-là. C'est assez complexe, mais quoi qu'il en soit, il faut quand même des milliers d'heures à un moment donné de pratique. Parce qu'en fait, on va devenir beaucoup plus efficient dans une discipline. Par exemple, si vous faites
tout simplement de la course à pied. Si vous avez qu'un mois de course à pied, vous voyez bien que déjà, il y a souvent un peu de prise de poids, ou ça dépend, mais les muscles ne sont pas du tout habitués, ils ne sont pas capillarisés, ils n'ont rien. Enfin, il faut beaucoup, beaucoup d'heures de pratique pour devenir efficient, l'efficience étant certaine efficacité et économie. Vous voyez ? Et donc, les heures vont permettre aussi justement de travailler cette expérience et d'avoir de multiples expériences dans différents contextes. Je vous rappelle la première slide que je vous ai montrée, dans un contexte particulier. Et dans différents contextes, finalement, de pratiquer, c'est intéressant parce qu'on va être confronté à diverses difficultés. Et il faut du temps, justement. Il faut parfois faire des erreurs, avoir des échecs. Il faut essayer d'éviter les erreurs le plus possible. Mais on aura des échecs. Ces échecs sont formateurs. Et en fait, ça aussi procure de l'expérience. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dénigrer l'échec, il est important, parce qu'il permet de se remettre en question, de repartir, de refaire des heures, etc. Et on le voit bien dans différents sports. On n'arrive pas non plus à un haut niveau en n'ayant pas d'échec. De toute façon, tout sportif, à un moment ou à un autre, fait l'expérience de l'échec, quel que soit son talent, justement. À un moment donné, il rencontrera quelqu'un de plus fort que lui. Il va, dans une compétition, ne pas être le premier, même si c'est un excellent athlète. Exactement. Voilà. Mais vous voyez, dans ce rôle de l'expérience, je vous ai mis ce processus, en fait, vous voyez, c'est assez simpliste, mais le côté de la première confrontation, vous voyez, les réactions qu'il peut y avoir, l'analyse qu'on va en faire, il y a toujours un temps d'analyse. L'encodage, on le verra par rapport aux aspects de la mémoire. Vous avez l'encodage, renforcement, et puis la réactivation, entre guillemets. Mais l'encodage est très, très important. C'est le phénomène de mémorisation, et notamment l'encodage des stratégies, des techniques, des tactiques, etc., qu'on va mettre en place, qui vont au fur et à mesure s'affiner, vous voyez, avec le sportif. Et puis après, on va optimiser. C'est-à-dire que c'est bien d'encoder, mais on va optimiser les réactions, et justement, grâce à cette expérience, et on revient un peu dans ce cercle perpétuel de pouvoir justement acquérir cette expérience. Alors, donc cette expérience, on le voit, elle est absolument indispensable. Il faut arriver à mettre en mémoire et à encoder pour une mise en mémoire sur le long terme. Alors, est-ce qu'il y a, par contre, puisqu'on est en train de s'intéresser à la décision, évidemment, à tout moment, il faut décider dans la pratique, soit de façon instantanée, mais aussi sur l'avenir. Est-ce qu'il y a des décisions inconscientes qui peuvent être à l'origine de nos décisions de façon... Alors, est-ce qu'on peut décider de façon inconsciente ? Ou est-ce que les décisions inconscientes sont intéressantes pour le sportif ? Est-ce qu'on arrive à stimuler ces décisions inconscientes ? Comment est-ce que ça se passe ? J'attendais cette question. J'avais mis la petite slide aussi qui était sur le côté. Vous voyez, c'était juste pour faire une petite aparté assez marrante, des expériences. Mais la question que vous posez, on va y aller, et je ne voulais pas la mettre au début. Justement, le côté de la décision, on prendrait, selon les chercheurs, après, évidemment, il faut avoir des nuances et des mesures et du discernement, mais on prendrait aux environs de 35 000 décisions par jour, dont 99,8% seraient inconscientes. Ah oui. Oui. Quand vous, par exemple, si je mets ce stylo là, exactement, donc on fait tout finalement par automatisme et routine. Et même nos pensées, nos phrases, là, elles sont souvent inconscientes, c'est-à-dire tout ce qu'on a travaillé auparavant, les discussions qu'on a pu avoir, les lectures qu'on a pu avoir. Donc 0,2%, c'est des décisions assez conscientes. Si on parle de la conscience, on va aussi loin dans un sujet qui est vaste et fort intéressant, mais 0,2%, ça, c'est très peu. Et au bout du compte, même ces 0,2% sont un peu remis en question, c'est-à-dire que dans des analyses de recherche, notamment dans un IRM fonctionnel, on voit que même le cerveau décide un petit peu avant nous. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que ça arriverait, ça rejaillirait un petit peu. Donc, vous voyez que la conscience de nos décisions, ça veut dire on est vraiment mené par notre inconscient, et donc on doit travailler à un moment donné beaucoup des automatismes et des routines. Il faut les travailler, et la conscience, c'est justement à un moment donné de pouvoir se dire, ramener de l'analyse. C'est-à-dire que vous voulez dire que
la décision serait prise avant même qu'elle n'émerge à la conscience de l'individu. Oui, c'est ce qu'on observe dans... Oui. C'est intéressant. Oui, mais c'est vrai que les recherches en neurosciences avancent énormément en ce moment et c'est vrai que tous les jours, il y en a des nouvelles et dans le domaine de la préparation mentale, dans le domaine de la neuroscience, etc., c'est absolument fabuleux. Et je vous ai amené justement une petite slide par rapport à ça qui évoque ces choses qu'on vient de dire. Notamment, il y a les travaux de Mathias Pesiglione, qui, je vous conseille son ouvrage, qui vous permet de connaître un petit peu justement ce fonctionnement de prise de décision à notre cerveau entre raison et déraison. C'est les vacances de Homo sapiens. Il travaille à l'Institut du cerveau, Mathias Pesiglione, qui travaille justement sur ce processus de décision. On voit bien que aussi, par exemple, l'expérience d'influer fortement, c'est-à-dire il a fait l'expérience où on a une préhension de quelque chose, on va appuyer plus fort quand ça va nous motiver. Vous voyez, c'est-à-dire que, mais cette motivation, des fois, elle est souvent inconsciente, c'est-à-dire elle est issue de tout notre historique, ce qu'on a vécu, etc. Si on accorde plus de poids ou de prix ou de valeur en fait à quelque chose, on va appuyer plus fort. Vous voyez, donc on est quand même aussi sur pas mal de biais cognitifs, et là on rejoint aussi l'ouvrage de Daniel Kahneman sur système 1, système 2. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au sein des aires sous-corticales de notre cerveau et qu'après, aux fonctions exécutives, on nous apporte que quelques petites choses dont on doit trier, mais on est assez faible, en fait, sur nos prises de décision. Donc c'est vrai que les structures profondes du cerveau, effectivement, sont mobilisées et de façon, le terme vous l'utilisez, subliminale. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut être amené, et donc dans la préparation, je pense qu'un sportif, on peut être aussi amené ce genre de connaissances pour développer les capacités de sportifs à prendre des décisions. Comment ça se passe ? C'est de la programmation subliminale, comment on pourrait appeler ça ? Oui, alors on est plus là sur la notion, c'est pas, on va parler d'hypnose, d'auto-hypnose, Alors, il y a aussi la PNL, la programmation neurolinguistique qui a amené ça, mais il y a un état de conscience modifié. C'est-à-dire que c'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une pratique sportive, on peut avoir aussi l'idée d'un état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'on va créer un monde sur lequel on peut aussi créer un monde de réussite, mais aussi on peut créer un monde d'échecs. Donc, c'est là où la subtilité, c'est que ça va être très très important de travailler sur le côté inconscient, qu'on ne maîtrise pas beaucoup, mais sur un versant positif. Et c'est là le préparateur mental va avoir beaucoup, beaucoup d'importance, justement, pour travailler ça. C'est-à-dire que l'entraîneur va amener des techniques, des tactiques, etc., qui vont être justement encodées, qui vont être mises en expérience. Mais il n'empêche qu'on l'a vu, les émotions viennent aussi des fois perturber. Le circuit de la récompense, on le reverra aussi, on l'avait déjà vu aussi, vient aussi perturber, parce que le circuit de la récompense, c'est aussi un gros truc au niveau sous-cortical qui vient aussi nous perturber. Donc c'est important de le signaler. Alors justement, vous intervenez, alors là on peut le dire, puisqu'on a aujourd'hui, et vous avez l'accès à ces connaissances, qui sont quand même des connaissances qui sont grâce aussi à l'imagerie scientifique aujourd'hui, médicale, permettent d'avoir une meilleure connaissance de tout cela. On peut faire donc une optimisation des décisions inconscientes. Il y a des mécanismes qui permettent de travailler dans ce sens. Oui, la petite slide que je vais vous présenter justement vient conclure un peu notre causerie numéro 5 par rapport à cette prise de décision, et notamment, vous le voyez, ce petit schéma en haut, toutes les décisions qui peuvent être prises au niveau inconscient. C'est-à-dire vraiment, il y a énormément de choses, mais j'ai résumé certaines choses, notamment l'automatisation des compétences. C'est-à-dire, il faut automatiser un geste, il faut automatiser des compétences. Parce qu'en fait, on s'entraîne. Vous voyez que ce soit des gymnases ou beaucoup de pratiques sportives, il y a une gestuelle, il y a des routines, il y a des patterns gestuels, par exemple, dans des sports cycliques, etc. Donc tout ça, c'est important de les automatiser. Mais d'une manière, à un moment donné, est-ce qu'on va aller vers la performance ? Vous voyez, parce qu'après, il faut définir la performance comme, finalement, optimiser son potentiel au maximum. Mais après, il y a les habitudes et les routines qui viennent. On va développer, vous voyez, des routines pré-compétitives, justement, où on va peut-être diminuer le stress. Donc, il va y avoir, par exemple, des routines qui vont être faites
notamment sur le prépa mental pour réduire l'anxiété. Donc ça peut être, on le verra d'ailleurs, le côté du langage intérieur, la visualisation, que je vous rappelle qu'on a vu. Voilà. On a beaucoup parlé. En fait, là on est sur des outils de préparation mentale. Il y a une réduction de la surcharge cognitive, ça c'est intéressant. Je pense que c'est des recherches très importantes en ce moment qui se passent, c'est-à-dire qu'on consomme dans le système 2 beaucoup d'énergie. Donc l'idée dans la pratique sportive, c'est plus en consommer en fait. Donc quand on a mis en place plein de routines, en fait on doit jouer. Et parfois, on le voit bien dans un tennis, on va au tennis ou dans d'autres sports, mais le tennis c'est quand même un sport assez particulier, on peut vite craquer, vous voyez, parce qu'on n'est pas sur l'aspect collectif. Eh bien, on peut voir des personnes complètement craquer parce qu'ils ne sont pas dans le jeu, en fait. Ils vont aller commencer à réfléchir, donc ils vont aller sur le versant émotionnel, ils vont aller dans des pensées, parasites, etc. Et donc, la réduction de la surcharge cognitive, c'est qu'à un moment donné, on doit pratiquement plus penser. S'oublier et aller jouer comme on pourrait le faire dans un jeu vidéo ou dans une passion. Vous voyez qu'on a, mais des fois, on peut oublier avec les enjeux de la compétition. Et enfin, il y a les implications des émotions. Ça, on l'a vu au début, on en a parlé. C'est vraiment fondamental parce que c'est vraiment de les comprendre. Et là, on aura aussi certainement une causerie là-dessus sur la granularité, l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, il y a une granularité, il y a énormément d'émotions et parfois on dit oui, il y en a 6 majeures, mais il y en a des petites comme ça. On parlait ensemble d'ailleurs en off sur l'humiliation, vous voyez, des choses comme ça. Ça se travaille, la frustration, ça se travaille, etc. Et c'est vraiment important. Donc je vous ai résumé une optimisation évidemment de ces décisions. Très bien, écoutez, c'est extrêmement intéressant. Il va falloir que, effectivement, qu'on l'on poursuive lors d'une autre causerie, cette série sur l'exploration mentale. Ouais, mais nous allons, comme à notre habitude, présenter votre sélection d'ouvrages. Vous en avez déjà présenté un, le système 1, système 2. Oui, exactement. On peut peut-être le représenter en fin d'émission. Oui, système 1, système 2 de Daniel Kahneman. Alors, on ne voit pas forcément bien, mais vous voyez, c'est vraiment un livre de chevet assez copieux, mais vraiment à lire, à le relire. Bon, le système 3, système 3. Voilà, qui serait en fait apprendre à résister. Alors, Olivier Houdet travaille beaucoup avec l'éducation nationale, notamment dans le domaine scolaire, sur apprendre à résister. C'est tout un programme en ce moment. Je peux vous dire comment résister. Ça serait le système 3. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire un système d'inhibition au niveau GABA, c'est-à-dire on a des neurones qui vont inhiber. Et c'est très, très intéressant. Et apprendre à résister, c'est un petit ouvrage que je vous conseille vraiment. Intéressant dans tous les domaines de la vie, pas seulement pour le sport d'ailleurs. Oh oui. Et puis enfin, Sébastien Boller qui a travaillé beaucoup sur le sens, notamment Où est le sens, et puis d'autres ouvrages, et qui est rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, le magazine, mais qui a écrit sur le striatum, qui est une zone justement qu'il faudrait muscler, puisque c'est elle qui fait la transition entre le côté sous-cortical et le côté justement des décisions au niveau préfrontal. Mais comme on est très faible, eh bien, on a une tendance à rester un petit peu dans cette faiblesse et au bout du compte, ça peut se travailler. Et ça peut se travailler. Et justement, c'est pour ça que les préparateurs mentaux sont là aussi, c'est pour accompagner ce travail. Exactement. Merci beaucoup, Éric Lacroix. Encore une fois, une émission passionnante. À très bientôt pour une prochaine causerie.